Le zapping sur For You Radio. For You Matin, le zapping. Dans une vingtaine de minutes, on en aura terminé sur ce plateau, mais nous sommes accompagnés de Charlie Kenyé. Il est analyste et stratège dans le cadre de la rubrique Le Monde comme il va. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Madame Adam Degout. Bonjour à vos milliers, pour ne pas dire millions d'auditeurs. Je crois que l'émission est également retransmise sur votre plateforme télé, donc peut-être vos téléspectateurs également. Bonjour à tous ceux qui vous accompagnent sur le plateau. Bonjour à vos techniciens et c'est moi qui vous remercie de cet honneur que vous me faites en m'invitant. Un plaisir de vous recevoir ce matin. Nous parlons du séisme en Syrie, mais surtout d'une catastrophe qui pourrait provoquer un bouleversement diplomatique. Déjà avec vous, on va essayer de faire une situation historique par rapport à ce pays-là. On rappelle qu'il y a actuellement, depuis plus d'une semaine, il y a eu un séisme de ce côté-là, notamment également en Turquie. Et la Turquie a reçu pas mal d'aide sans devoir réchigner devant quoi que ce soit, mais la Syrie a dû faire face à une sorte de tamis de la part des États-Unis, de la part de l'Union européenne, et elle s'est retrouvée au départ par la Russie, qu'on taxe d'être son allié, par quelques pays arabes. Comment comprendre que l'aide du côté de la Syrie soit aussi peu encouragée? Peut-être pour situer également le contexte, une parole de Washington qui a rappelé: nous allons envoyer effectivement de l'aide, mais cette aide sera réservée, pour pouvoir l'envoyer, on doit être sûr que cette aide sera réservée uniquement aux populations et qu'elle n'ira pas entre les mains du régime. Fin de citation, Charlie. Bien, déjà, il faut comprendre que, comme vous l'avez si bien dit, ce séisme dont les causes jusqu'aujourd'hui restent à élucider, parce qu'il faut rappeler ça. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent à l'échelle internationale pour parler d'un acte intentionnel. Je ne vais pas citer le discours, cette déclaration politique de la sénatrice roumaine à la personne de Diana Ivanovici, qui justement confirme cette hypothèse d'acte criminel. Donc c'est un séisme qui a secoué cette partie du monde, la Turquie et la Syrie, plus durement la Turquie, contrairement à la Syrie. C'est vrai que selon les Nations Unies, les chiffres sont appelés à grimper dans les jours à venir. Mais dans le fond, conformément à la question que vous m'avez posée, cette situation, principalement dans le cas de la Syrie, peut s'analyser sous deux prismes. La première déjà, c'est qu'il faut comprendre que derrière cette situation, derrière cette catastrophe humanitaire, on assiste à une forme de chantage de la part des puissances du bloc occidental pour justement se servir de ce malheur-là comme moyen de pression sur le gouvernement de Bachar al-Assad. Il faut rappeler que vous avez encore quelques forces combattantes du bloc occidental américaines qui sont présentes sur le théâtre syrien. D'ailleurs, un certain nombre d'informations, tant du côté russe que même du côté des services secrets syriens, renforcent le fait que la plupart des dernières poches de rébellion ou encore de milices armées, que ce soit dans la région d'Alep ou encore dans d'autres parties de Syrie qui continuent à combattre le gouvernement Bachar al-Assad, sont bel et bien financées, armées et soutenues par les agences de renseignement occidentales, dont principalement la CIA. Donc ça fait qu'il y a d'abord cette situation de conflit qui fait en sorte que les puissances de l'Ouest, principalement les États-Unis, veulent se servir de ce conflit comme une forme d'épée de Damoclès sur le gouvernement syrien de Bachar al-Assad, parce qu'il faut rappeler que nous sommes là dans une situation de catastrophe humanitaire. Oui. Selon les conventions internationales, la plupart des pays qui justement partagent en commun cette humanité devraient apporter de l'aide au gouvernement syrien. C'est la raison pour laquelle la Russie n'a pas attendu, ne s'est pas fait prier. Immédiatement, elle a envoyé des secouristes, elle a envoyé un certain nombre de matériel humanitaire, de matériel de première nécessité en Syrie pour justement apporter son soutien à ce pays frère et ami. Mais du côté de Washington, ou encore du côté des puissances de l'Ouest, nous sommes encore dans le débat, nous sommes dans la palabre, nous sommes dans des moyens de coercition qui en réalité sont des moyens de chantage de nature à imposer
imposer un certain nombre de choses ou alors à demander en contrepartie un certain nombre de choses au gouvernement syrien de Bachar al-Assad. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. La deuxième chose maintenant, c'est qu'elle n'est pas forcément du fait des puissances occidentales. Elle l'est, je pense à mon humble avis, qu'elle est également la cause du gouvernement syrien. Pourquoi? Parce que l'histoire aujourd'hui, l'analyse des crises à l'échelle internationale nous démontre que dans la plupart des cas, parfois sous le prisme des colis humanitaires, on a fait passer des armes, on a fait passer des munitions dans des théâtres d'opération pour alimenter les rebelles. Donc aujourd'hui, il est question également pour la Syrie de se rassurer bel et bien que les camions de convoi humanitaire qui vont entrer sur son territoire en direction des sinistrés, véritablement en son sein se trouveront des cargaisons humanitaires et non pas des armes ou encore des munitions comme cela s'est vu par le passé. Donc, au-delà de cette réseau international, de cette question de diplomatie internationale, de relations internationales, il y a également un volet sécurité qui fait en sorte que tant que le gouvernement syrien n'a pas la garantie que le convoi humanitaire qui a son pays n'aura pas en son sein des armes ou alors des munitions ou alors des objets ou alors des instruments de nature à renforcer les rebelles dans ce là, vous êtes sûr qu'ils n'accepteront pas justement cette aide humanitaire. Voilà, mon humble avis, ce qui peut expliquer cette situation du côté syrien. Et si l'on parlait de ce bouleversement diplomatique, est-ce qu'on ne peut pas dire que certains pays actuellement se ruent justement vers la Syrie pour essayer de faire une sorte de positionnement diplomatique lorsqu'on se rend compte que c'est un pays qui a été plus ou moins abandonné, plus ou moins sous le coup des sanctions américaines? On a l'impression aujourd'hui qu'il y a plusieurs pays qui essayent de tirer leur épingle du jeu et de se faire facilement remarquer. Je me trompe, Charlie Kenny? Non, vous ne vous trompez pas. Vous savez, la différence entre le bloc occidental et les puissances de l'Est, comme le disait quelqu'un de plus intelligent que moi, c'est que peu importe les guerres qu'ils vous font, rassurez-vous, ils finiront par commercer avec vous. Parce qu'en réalité, ce sont des pays qui n'ont pratiquement rien sur leur territoire. Et il faut comprendre que la logique va-t-en-guerre qui a été imposée dès le départ de cette crise avec la Syrie n'avait pas intégré justement l'arrivée d'un acteur géopolitique assez important comme la Fédération de Russie. Et on a vu qu'avec la Fédération de Russie et le gouvernement de Bachar al-Assad, parce que contrairement à ce que le bloc occidental voulait, les Occidentaux avaient fait en sorte que sur le territoire syrien, on recensait un peu plus, tenez-vous tranquille, un peu plus de 350 milices terroristes. Je dis bien 350 milices terroristes qui étaient financées, organisées et renseignées par les puissances de l'Ouest. Je dis bien 350 milices terroristes. Bon, grâce à l'intervention de la Fédération de Russie, suite à l'appel du gouvernement syrien, de Bachar al-Assad, on a vu l'armée syrienne monter en puissance et continuer et commencer à reconquérir des parties de son territoire. Mais également, ce que les gens ne peuvent pas savoir, c'est que derrière également cette crise syrienne, il y avait une volonté pour un certain nombre de puissances de l'Ouest de s'accaparer en Syrie. Vous avez vu que pas de cette crise-là ont été pillés par ces milices-là. Mais rassurez-vous encore, la plupart des trésors pillés dans ces régions-là aujourd'hui se retrouvent dans des musées occidentaux, que ce soit à Londres ou encore aux États-Unis et bien d'autres villes occidentales. Donc, les raisons pour lesquelles ce conflit avait été initié n'ont pas pu arriver à son terme parce que justement, avec l'arrivée de cet acteur géopolitique assez important comme la Fédération de Russie, il y a eu une redistribution des cartes et il y a eu un basculement du conflit beaucoup plus en faveur du gouvernement syrien parce que la position de la Russie était claire. La Russie disait, oui, si vous n'êtes pas d'accord avec la présence du gouvernement Bachar al-Assad, il n'est pas question de laisser le pays entre les mains de milices terroristes, parce que c'est un peu comme ça qu'on a fait en Irak et en Syrie et on s'est retrouvé avec l'État islamique. Et c'est justement le schéma qui a été préparé de ce côté-là. Rappelons également que le chef de l'État islamique, à la personne d'Abou Bakr al-Baghdadi, selon des sources de renseignement aujourd'hui assez fiables, démontre qu'il s'agissait bel et bien d'un pion de la CIA. Donc, cette situation, cette théorie, ce stratagème de chaos qui avait été conçu par les puissances de l'Ouest en Syrie a échoué justement du fait de l'intervention de la Russie, qui a permis à ce que le gouvernement de Bachar al-Assad, au fur et à mesure, continue à reprendre quelques parties de son territoire. Rappelez également que la Syrie, c'est un territoire
quand même assez riche à son niveau, avec un certain nombre de matières premières, de minerais, qui seront très, très, très importants pour un certain nombre de multinationales occidentales. Je parlerai du groupe français. Donc, la matière première qui, justement, à l'échelle internationale, provient majoritairement de Syrie. Donc, la guerre aujourd'hui étant presque achevée, parce que la Syrie, le gouvernement syrien a reconquis pratiquement 90% de son territoire. On a vu toutes ces ambassades qui, par le passé, avaient fermé, revenir ouvrir leur porte à commercer avec la Syrie, parce que ce sont des personnes qui vivent. Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, donc je disais tantôt que le plus important pour les puissances occidentales, c'est de commercer, c'est de faire du commerce. Et ce sont des systèmes capitalistes, c'est-à-dire qui ne vivent que des échanges, qui ne vivent que de la rentabilité, qui ne vivent que du gain. Et donc, penser que cette situation d'accalmie est arrivée à ce que nous voyons, ce que nous observons sur le terrain, ils n'auraient pas réouvert leur ambassade du côté de la Syrie, il serait fait preuve de naïveté, parce que comme vous l'avez si bien dit, voilà pourquoi je corrobore vos propos. Effectivement, la plupart de cette grande chancellerie qui font partie des causes de ce que nous avons vécu en Syrie sont en train de réouvrir leur ambassade à Damas, parce qu'ils vivent de ça, ils vivent du commerce, ils vivent du troc, ils vivent des échanges. Et la plupart des matières premières qui justement permettent à leur industrie de fonctionner ne se trouvent pas sur leur sol, ça se trouve ailleurs. C'est la raison pour laquelle ils organisent des guerres dans d'autres pays du monde. Mais une fois que la raison finit par avoir le dessus sur eux, ils sont obligés, la queue entre les jambes, de revenir ouvrir les ambassades dans ces pays-là pour recommencer à commercer, parce qu'ils en dépendent, ou alors leur industrie, leur économie en dépendent fortement. Donc c'est ce que nous sommes en train d'observer du côté de la Syrie. La plupart de ces ambassades aujourd'hui sont en train d'ouvrir les portes, parce que véritablement, ils comprennent que ce qu'ils avaient préparé ou pensé pour ce pays a échoué, et ils savent très bien que dans le cadre des échanges, dans le cadre de leur économie, de la survie de leur économie, ils ont besoin de la plupart de ces pays-là, principalement de la Syrie également, pour justement relancer leur activité économique. Et donc, ils réouvrent les ambassades, ils réussissent des contrats, ils renégocient les partenariats. C'est triste de le dire, mais c'est un peu ça aussi l'hypocrisie des relations internationales à l'échelle mondiale. Merci Charlie Kenyé. Et puis peut-être revenir sur le fait que la Syrie a été beaucoup plus soutenue par la Russie sans se faire prier, comme on le disait tout à l'heure, mais au lieu que de se ruer vers une certaine aide également, l'Occident a tout de même trouvé moyen de critiquer cette aide rapide de la Russie vers la Syrie. Est-ce qu'on n'est pas toujours dans cette sorte de manipulation communicationnelle en tout point et en toute position entre la Russie et l'Occident finalement? Oui, vous savez, en réalité aussi, derrière cet appel à l'aide, derrière cette aide humanitaire se cache également les affrontements de blocs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sait très bien que le bloc de l'Ouest est en opposition, est en affrontement direct avec le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest qui est conduit par les États-Unis et le bloc de l'Est qui est conduit par l'axe sino-russe. Donc derrière de pareils événements, on se jette des pipes. Vous savez que nous sommes habitués à ce genre de déclarations propagandistes, de déclarations mensongères, de propos attacatoires, venant d'un camp parfois comme de l'autre, de nature à soit jeter le discrédit sur l'autre ou alors à se donner raison. Maintenant, c'est au gouvernement syrien de véritablement tirer son épingle de jeu et de savoir où se situent ses intérêts. Mais l'histoire retiendra que le partenaire fiable qui n'a jamais abandonné la Syrie reste la Fédération de Russie. Donc, je crois que la sortie telle qui nous a été servie par les Américains, personnellement, ne nous intéresse pas. Je crois d'ailleurs même que le président syrien Bachar al-Assad ne cesse de le dire. Lors de la cérémonie de la fête d'indépendance ou alors de libération du côté de la Syrie, je crois, les drapeaux qui avaient été scandés par le peuple syrien, même par les autorités syriennes, étaient les drapeaux syriens et les drapeaux russes. D'ailleurs, une délégation russe avait été invitée par les autorités syriennes pour participer à cette commémoration. Ça démontre, ça suffit, les liens très étroits qui existent entre ces pays-là. Donc aujourd'hui, je crois que plutôt que de briller par des discours pompeux, foireux, de nature, à jeter l'anathème ou alors à rejeter le tort sur les autres, les puissances occidentales, particulièrement les États-Unis, devraient briller par
la véracité, par l'honnêteté et par l'humilité. Et non de croire que nous sommes dans le même schéma des années post-seconde guerre mondiale où ils avaient mis sur pied, où ils ont voulu mettre sur pied un système qui justement fait du monde une volonté, une idéologie occidentale avec comme seul gendarme les États-Unis. Donc je crois que c'est en train de changer, contrairement à ce que eux nous cessent, la Fédération de Russie avance à grands pas, tisse de grandes coopérations et manifeste cette coopération sur le terrain, ce que par le passé le bloc occidental n'a pas fait. Donc ces genres de déclarations, nous sommes là dans le cadre de la guerre communicationnelle, c'est une guerre de propagande, comme le disait l'un des essayistes et journalistes belges à la personne de Michel Colomb qui disait la guerre de communication, la guerre de propagande, généralement, qu'on tourne autour de trois grands axes. Premièrement, c'est qu'il faut diaboliser l'adversaire. C'est la raison pour laquelle on va toujours dire X est mauvais, X a fait ça, X est un dictateur, X tue les gens, X bombarde tel pays, X envahit tel pays. C'est la guerre de propagande. C'est-à-dire qu'on diabolise l'adversaire. Le deuxième élément, c'est qu'on inverse le rapport agresseur-agressé. Et le troisième élément, c'est qu'on monopolise le débat. Et vous verrez que c'est pratiquement le même schéma qui est installé un peu partout, que ce soit du côté de la Turquie avec ce que nous sommes en train de vivre, les tremblements de terre, ou encore même du côté de la Syrie. On l'a vécu même en Afrique, on le voit même du côté de l'Ukraine. C'est un schéma qui est très bien pensé, qui est connu depuis la nuit des temps au peuple, aux autorités, aux chefs d'État et de gouvernement de savoir comment s'armer pour contrer ça. Le zapping sur For You Radio. For You Matin, le zapping. Le zapping. Le zapping.